Première histoire. Le chien qui voit les esprits. Mon chien, une bâtarde nommée Luna, a toujours eu des comportements étranges. Elle a une habitude irritante de gratter à la porte de la chambre au milieu de la nuit. Ses griffes grattant contre le bois me réveillaient toutes les nuits, et le son devenait une sorte de bande-son sombre de mes nuits. Une nuit, son comportement a été encore plus intense. Je me suis réveillé avec le son insistant de ses griffes, plus fort que jamais, résonnant à travers les murs de la chambre. Il était 2 heures du matin, et la pleine lune brillait dehors, projetant des ombres dansantes à travers les fentes de la fenêtre. Je me suis blotti sous la couverture, essayant d'ignorer le bruit, mais il continuait, implacable. Je me suis levé, encore à moitié endormi, et j'ai appelé Luna, « Luna, arrête ça !» Mais elle ne s'est pas arrêtée. Je l'appelais à plusieurs reprises, mais le grattement continuait, de plus en plus frénétique. La frustration se mêlait à la peur croissante. J'ai pris un oreiller, dans un geste de désespoir, je l'ai jeté contre la porte. « Arrête, Luna !»« Ça suffit !» ai-je crié. Le bruit a cessé pendant une seconde, un silence étrange a rempli la chambre, et puis j'ai entendu un grondement bas. C'est alors que j'ai réalisé. Le grondement ne venait pas de la porte. J'ai tourné lentement la tête et j'ai vu Luna, assise à côté de moi, avec les poils hérissés et les yeux fixés sur la porte. Mon cœur s'est emballé. Si Luna était à côté de moi tout ce temps, qu'est-ce qui grattait à la porte? J'ai ressenti un frisson parcourir ma colonne vertébrale, comme si un liquide glacé coulait dans mes veines. Luna a commencé à grogner plus fort, montrant les dents, puis quelque chose a frappé la porte de l'autre côté, un son sourd et lourd. La poignée de porte a commencé à tourner lentement, comme si quelqu'un essayait d'entrer. Je ne pouvais pas bouger, paralysé par la peur. Luna, à côté de moi, semblait prête à attaquer, mais ne s'approchait pas de la porte. Puis, la poignée s'est arrêtée de tourner, et un silence mortel a envahi la pièce. Le seul son était ma respiration haletante et les grognements bas de Luna. Soudain, la porte s'est ouverte avec fracas, frappant contre le mur. Un vent glacial est entré dans la chambre, éteignant la bougie que je gardais sur la table de chevet. Dans le noir, je pouvais à peine voir, mais je sentais une présence, quelque chose de maléfique et ancien, qui exhalait un froid mordant. Luna aboyait furieusement, avançant contre l'obscurité. J'entendais ses aboiements se transformer en cris, comme si quelque chose la blessait. J'ai couru jusqu'à l'interrupteur et j'ai allumé la lumière, mais il n'y avait rien. Luna était au milieu de la chambre, haletante, les yeux fixés sur quelque chose que je ne pouvais pas voir. La chambre était à nouveau silencieuse, mais il y avait une tension dans l'air, quelque chose qui faisait dresser mes poils. J'ai commencé à marcher jusqu'à la porte pour la fermer, mais en m'approchant, j'ai ressenti un froid intense, comme si j'avais traversé une tempête de neige. J'ai rapidement fermé la porte et me suis tourné vers Luna, qui continuait à grogner vers un coin spécifique de la pièce. C'était le coin où je gardais une vieille boîte de photos de famille. Hésitant, je me suis approché et j'ai commencé à fouiller dans la boîte. En soulevant le couvercle, une vague de froid en a émané, et les photos semblaient floues, comme s'il y avait une brume entre elle et moi. Luna était à côté de moi, les poils hérissés, fixant la boîte. J'ai pris une des photos et j'ai vu quelque chose qui m'a glacé de peur. Là, au fond de la photo, il y avait une silhouette que je n'avais jamais remarquée auparavant. Une ombre indistincte, aux yeux vides, qui semblait me regarder directement. Mon cœur battait à tout rompre, et une sensation de terreur m'envahissait. Luna a recommencé à aboyer, et la température de la pièce semblait encore baisser. Les lumières ont commencé à clignoter, et j'ai entendu un murmure, faible et lointain, venant de tous les côtés. « Sors !» Le murmure se répétait, de plus en plus fort, jusqu'à devenir un cri assourdissant. J'ai couru jusqu'à la porte et l'ai ouverte, tirant Luna avec moi. Nous avons dévalé les escaliers, sentant l'air devenir plus chaud à chaque pas. Une fois dans le salon, Luna s'est enfin arrêtée d'aboyer et s'est couchée, épuisée. J'ai fermé la porte de la chambre et mis une chaise contre elle, comme si cela pouvait empêcher ceux qui étaient à l'intérieur de sortir. J'ai passé le reste de la nuit dans le salon, serré contre Luna, n'osant pas retourner dans la chambre. Les jours suivants, j'ai évité la chambre autant que possible. Les griffures sur la porte étaient là, profondes et irrégulières, comme des marques de griffes non humaines. Chaque fois que je regardais la porte, je ressentais ce même froid intense, et la présence que j'avais sentie semblait encore là, tapie, attendant. Finalement, j'ai décidé de chercher de l'aide. Un ami m'a suggéré de faire appel à un spécialiste des phénomènes paranormaux. Réticente,
mais sans autre option, j'ai invité un médium chez moi. Dès qu'il est entré dans la chambre, il a immédiatement ressenti la présence maléfique. Il a effectué un rituel de purification, brûlant des herbes et chantant des incantations anciennes. Après quelques heures, il est sorti de la chambre, en sueur et pâle, mais il a affirmé que la présence avait été bannie. Il y avait quelque chose de très ancien et puissant ici, a-t-il dit, quelque chose qui était lié à votre famille depuis des générations. Depuis, Luna n'a plus gratté à la porte de la chambre, et les nuits sont redevenues tranquilles. Mais je ressens encore un frisson chaque fois que je passe devant cette porte, et parfois, la nuit, je jurerais entendre un léger murmure venant de la chambre, comme un écho lointain de quelque chose qui refuse d'être complètement oublié. Deuxième histoire. Figure descendant du plafond. Quand j'étais petite, chaque nuit, lorsque les lumières étaient éteintes et que je m'endormais, 2 silhouettes sombres descendaient lentement du plafond à l'entrée de ma chambre. Elles se déplaçaient silencieusement, glissant dans l'obscurité avec une lenteur terrifiante, jusqu'à se tenir de chaque côté de ma tête de lit, me fixant de leurs yeux vides. Je pouvais sentir leur regard brûlant à travers les ténèbres. Un frisson glacé parcourait mon dos, et je me recroquevillais sous les couvertures, tremblante de peur. Leurs formes indistinctes et menaçantes semblaient absorber toute la chaleur de la pièce, laissant un froid pénétrant s'infiltrer jusqu'à mes os. Chaque nuit, la scène se répétait. Je pouvais entendre le grincement imperceptible de leurs mouvements, le bruissement léger de l'air déplacé par leur descente lente et inexorable. Les minutes s'étiraient en heures, et je restais paralysé, incapable de bouger, seul avec ces présences oppressantes. Un soir, la peur m'a submergé au point de me rendre malade. Je me suis enfin décidé à parler à ma mère, ma voix tremblante alors que je lui racontais ce que je voyais chaque nuit. Elle m'a écouté attentivement, son visage pâlissant à mesure que je décrivais les silhouettes. Sans hésiter, elle a installé une petite lampe de chevet à côté de mon lit et m'a conseillé de prier, de demander aux silhouettes de partir. Cette nuit-là, la lumière douce de la lampe projetait des ombres réconfortantes sur les murs de ma chambre. Je me suis couché, le cœur battant à tout rompre, murmurant des prières dans l'espoir que les présences disparaissent. Les heures passaient, et pour la première fois depuis des semaines, je m'endormais sans voir les silhouettes. Mais la paix ne dura pas longtemps. Une nuit, malgré la lumière, les silhouettes revinrent. Leur descente était encore plus lente, plus sinistre, comme si elles savouraient chaque instant de ma terreur. Elles s'approchèrent de ma tête de lit, leur forme devenant plus distincte. Leurs visages étaient des masques de noirceur pure, sans traits, mais je sentais une intention malveillante émaner d'elles. Les nuits suivantes, les silhouettes devenaient plus audacieuses. Elles commençaient à bouger autour de ma chambre, examinant mes affaires, touchant mes jouets, toujours silencieuses mais terriblement présentes. La lampe ne suffisait plus à les tenir à distance, et mes prières semblaient vaines. L'atmosphère devenait de plus en plus oppressante, et je savais que quelque chose de terrible allait se passer. Un soir, j'ai décidé de rester éveillé pour les observer. Peut-être que si je les regardais en face, elles partiraient. Je me suis assise dans mon lit, les yeux fixés sur le plafond, la lampe allumée à côté de moi. Les minutes passaient, et je commençais à me demander si elles apparaîtraient cette nuit-là. Soudain, le grincement familier du plafond se fit entendre. Les silhouettes descendaient, plus sombres et menaçantes que jamais. Je me suis forcé à ne pas détourner les yeux, à les regarder alors qu'elles se rapprochaient de mon lit. Elles semblaient plus solides, presque tangibles, et l'air autour de moi se refroidissait. Elles se sont arrêtées de chaque côté de ma tête de lit, me fixant de leurs yeux invisibles. J'ai ressenti une peur paralysante, mon cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait éclater. Les silhouettes commencèrent à murmurer, des sons incompréhensibles, comme des échos d'un autre monde. Leur voix était glaciale, remplie de haine et de désespoir. Je fermais les yeux, essayant de réciter mes prières, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Les murmures devenaient plus forts, plus pressants, et je sentais une main froide effleurer ma joue. C'était trop. Je me suis levé d'un bond, courant hors de ma chambre, hurlant pour ma mère. Elle me trouva en larmes dans le couloir, et je lui racontai tout, sanglotant de terreur. Ma mère, bien que sceptique, décida de faire appel à un prêtre pour bénir la maison. Il arriva le lendemain, portant de l'eau bénite et des croix. Il parcourut chaque pièce, récitant des prières et aspergeant de l'eau bénite partout. Quand il entra dans ma chambre, il s'arrêta, frissonnant malgré lui. « Il y a quelque chose ici, murmura-t-il. Quelque chose de très ancien et de très sombre. » Le prêtre bénit la chambre avec une intensité particulière, ses prières devenant plus ferventes. Quand il eut fini,
il posa une croix au-dessus de ma tête de lit et me conseilla de garder la lampe allumée chaque nuit. Depuis ce jour, les silhouettes ont disparu. Je n'ai plus ressenti leur présence oppressante, et les nuits sont redevenues paisibles. Mais je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'étaient ces entités et pourquoi elles avaient choisi de me tourmenter. Chaque soir, je gardais la lampe allumée, par peur que les silhouettes reviennent. Même maintenant, en tant qu'adulte, je ne dors jamais dans l'obscurité totale. La lampe reste allumée, un talisman contre les ténèbres qui m'ont autrefois terrifié. Les souvenirs de ces silhouettes descendent du plafond, leur murmure glacial et leur regard vide restent gravés dans ma mémoire, rappelant constamment que certaines choses ne peuvent jamais être complètement oubliées ou expliquées. Troisième histoire. L'étudiant fantôme. Pendant la tranquille pause du Cursino, Mariana sentit un frisson inexplicable lui parcourir l'échine alors que ses amis dormaient autour d'elle. Elle prit son téléphone portable et, par un geste impulsif, décida de prendre une photo pour montrer à ses camarades dans l'autre salle. La pièce était silencieuse, seul le bourdonnement lointain de la climatisation rompait le silence. Le flash du téléphone illumina la pièce, capturant l'espace vide devant elle. Mais quelque chose n'allait pas. Lorsque Mariana regarda l'écran de son téléphone, ses yeux s'écarquillèrent de terreur. Dans un coin de la photo, un détail sinistre attira son attention, une silhouette pâle et indistincte, presque transparente, se tenait près du mur, regardant directement l'objectif avec des yeux vides. Le cœur de Mariana battait la chamade tandis qu'elle regardait à nouveau l'endroit où elle était. Il n'y avait personne. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, essayant de rationaliser ce qu'elle venait de voir. Peut-être était-ce un reflet étrange, une erreur de l'appareil photo, n'importe quoi sauf la possibilité qu'une présence surnaturelle soit présente à ce moment-là. Mais le malaise persistait. Les jours suivants, Mariana avait l'impression d'être observée, comme si une présence invisible la suivait partout où elle allait. La nuit, elle se réveillait en sursaut, convaincue qu'il y avait quelque chose dans l'obscurité de sa chambre, qui l'attendait. Elle montra la photo à ses amis, espérant qu'ils la rassureraient avec une explication logique. Cependant, leurs expressions de surprise et de malaise ne firent qu'accentuer l'angoisse de Mariana. Eux aussi avaient vu la silhouette fantomatique à côté d'elle sur la photo, confirmant qu'il n'y avait personne à cet endroit lorsqu'elle l'avait prise. La réalité de la situation commença à s'enraciner de plus en plus profondément dans son esprit. Décidée à résoudre le mystère, Mariana se mit à enquêter. Elle fouilla les archives du Cursino, à la recherche d'histoires d'événements étranges ou de tragédies passées. Elle découvrit que le bâtiment où se trouvait le Cursino avait une longue histoire, incluant des rumeurs de rencontres inexplicables et de bruits étranges la nuit. Un ancien élève, interrogé par Mariana, raconta une histoire terrifiante à propos d'un étudiant décédé tragiquement dans le bâtiment des décennies auparavant. Selon les récits, cet étudiant était connu pour être solitaire et dévoué à ses études, fréquentant le Cursino jour après jour, même malade. Il mourut soudainement dans des circonstances mystérieuses, et depuis lors, son esprit semblait errer dans les couloirs, cherchant quelque chose qu'il n'avait jamais trouvé de son vivant. Mariana frissonna en entendant cette histoire, faisant le lien entre ce qu'elle avait entendu et ce qu'elle avait vécu avec la photo. Était-il possible que l'étudiant décédé soit toujours présent, coincé dans une dimension entre passé et présent? Déterminée à résoudre l'énigme, Mariana décida de faire une veillée nocturne au Cursino. Elle espérait qu'en confrontant directement l'esprit, elle pourrait trouver un moyen de l'aider à trouver la paix. La nuit suivante, elle se cacha dans un coin sombre de la salle où elle avait pris la photo. Minuit sonnait quand elle commença à entendre de légers bruits, comme des pas résonnant dans les couloirs vides. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Puis une présence froide envahit la pièce. La température chuta brusquement, faisant trembler Mariana. Une silhouette commença à se matérialiser lentement devant elle, une brume translucide prenant forme humaine. C'était l'étudiant, la regardant avec des yeux tristes et une expression de confusion. Mariana avala sa salive, rassemblant son courage pour parler. Elle expliqua qui elle était et pourquoi elle était là, offrant ses mots comme un pont entre deux mondes. L'étudiant écouta en silence, ses yeux semblant chercher quelque chose au-delà d'elle, quelque chose qu'il ne pouvait atteindre. Elle offrit ses prières et ses bonnes intentions, demandant à l'étudiant de trouver la paix et de quitter le monde des vivants. Lentement, la silhouette commença à s'estomper, sa forme éthérée se dissolvant dans l'obscurité de la nuit. Un soupir silencieux résonna dans l'air, puis il disparut, laissant Mariana seule dans la salle sombre. Depuis cette nuit-là, Mariana n'avait plus revu la silhouette de l'étudiant. Le bâtiment du Cursino semblait plus calme, comme si un poids invisible avait été levé.
Elle conserva la photo comme un souvenir de son voyage, une preuve que le monde des esprits s'entrelace parfois avec le nôtre de manière mystérieuse et imprévisible. Mais même maintenant, de temps en temps, quand Mariana marche dans les couloirs vides du bâtiment, elle ressent encore un frisson familier, comme si l'étudiant était là, l'observant de loin, reconnaissant d'avoir enfin trouvé la paix qu'il avait tant cherché de son vivant. Quatrième histoire. Le câlin de l'esprit. En 1996, mon père est décédé. J'avais alors 10 ans et mon frère, 12 ans. Nous partagions une chambre avec un lit superposé, lui en haut et moi en bas. C'était une période difficile pour nous tous, mais nous trouvions du réconfort dans notre routine quotidienne, même si la perte de notre père pesait lourdement sur nos cœurs jeunes et innocents. Une nuit, je me suis réveillé soudainement au milieu de l'obscurité, une sensation étrange m'envahissant. J'ai senti une douce caresse sur ma tête, comme si quelqu'un passait doucement sa main à travers mes cheveux. Mon premier instinct a été de penser que c'était mon frère, peut-être réveillé lui aussi et cherchant un peu de réconfort dans ce moment difficile. Fatigué et encore ensommeillé, je me suis retourné et j'ai essayé de me rendormir. Mais à peine avais-je fermé les yeux que la caresse est revenue. Cette fois, elle était plus insidieuse, plus insistante. Une vague d'inquiétude a commencé à s'installer dans mon esprit. Pourquoi mon frère continuait-il à me toucher de cette façon? C'était étrange, mais je ne voulais pas lui faire de peine en lui disant de partir. Alors, j'ai essayé de l'ignorer et de me concentrer sur le sommeil. Pourtant, le caresse est revenu pour la 3e fois. Cette fois-ci, elle était accompagnée d'une sensation de présence, comme si quelqu'un se tenait près de mon lit, observant silencieusement. Un frisson glacé a couru le long de ma colonne vertébrale. J'ai ouvert les yeux dans l'obscurité, peinant à distinguer quoi que ce soit dans la chambre sombre. Intrigué et maintenant un peu effrayé, j'ai finalement décidé de mettre fin à cette farce. J'ai secoué le lit du haut où mon frère dormait. « Arrête ça !» ai-je murmuré, espérant qu'il comprenne ma détresse. Mais aucune réponse ne venait de là-haut. Mon frère ronflait paisiblement, totalement inconscient de ce qui se passait en bas. Un sentiment d'horreur rampante a commencé à me submerger. Si ce n'était pas mon frère, alors qui ou quoi me caressait ainsi dans l'obscurité de la nuit? Mes pensées ont commencé à errer vers des histoires de fantômes et de présences invisibles, des contes que j'avais entendus mais jamais vraiment crus jusqu'à cette nuit-là. J'ai ressenti un mélange de peur et de fascination alors que la caresse continuait, de plus en plus persistante. Chaque fois que je pensais que cela allait s'arrêter, cela reprenait de plus belle. Ma chambre semblait devenue une toile de fond pour quelque chose d'invisible mais palpable, une présence qui ne voulait pas être ignorée. Finalement, submergé par la terreur et le désespoir, j'ai commencé à prier. À genoux au pied de mon lit, les mains serrées dans une prière fervente, j'ai invoqué toutes les forces protectrices que je connaissais, priant pour que cette étrange caresse cesse, pour que je sois libéré de cette peur qui me saisissait. Les heures ont passé lentement, chaque minute semblant une éternité dans l'obscurité oppressante de ma chambre. Je sentais une présence autour de moi, comme si l'air était chargé d'une énergie indéfinissable. Chaque bruit, chaque souffle de vent devenait une menace potentielle, un signe que quelque chose d'inconnu rôdait dans les ombres. Quand enfin les premières lueurs de l'aube ont commencé à filtrer à travers les rideaux, la caresse a disparu. J'ai ressenti une dernière brise froide caresser mon visage, puis le silence absolu s'est installé. Épuisé mais soulagé, j'ai contemplé le lever du soleil, un symbole de sécurité retrouvé après une nuit de terreur indicible. Depuis cette nuit-là, je n'ai jamais revu ni ressenti cette caresse mystérieuse. Mais l'ombre de cette expérience reste gravée dans ma mémoire, un rappel des mystères profonds et souvent effrayants qui se cachent dans l'obscurité de nos vies. 5e histoire. Voici une version étendue de l'histoire, approchant environ 5000 caractères. Le fantôme de l'aïeul. Ma grand-mère a vécu avec nous durant ces derniers mois. Sa présence chaleureuse remplissait notre maison, jusqu'à ce qu'elle nous quitte paisiblement un dimanche soir, s'éteignant sur notre vieux canapé. La semaine qui a suivi sa mort, des événements étranges ont commencé à se produire, plongeant ma famille dans une terreur inconnue. Pour ma part, chaque fois que je me rendais dans la salle de bain pour me brosser les dents le soir, je percevais une silhouette blanche, fugace, qui traversait rapidement les pièces adjacentes. À chaque fois, mon cœur battait la chamade et mes jambes se précipitaient pour découvrir qui était là, mais je ne trouvais jamais personne. Ces moments d'angoisse se multipliaient, et le doute s'insinuait, était-ce l'ombre bienveillante de ma grand-mère qui continuait à veiller sur nous, ou bien quelque chose de plus sinistre qui s'était faufilé dans notre demeure après son départ? Ma sœur, quant à elle, avait des expériences encore plus troublantes. Elle affirmait voir des formes physiques,
des apparitions qui semblaient errer dans les couloirs ou se tenir près des fenêtres la nuit venue. Les récits de ces observations glaçaient notre sang, car ils ne semblaient pas correspondre à la présence rassurante que je percevais. La tension dans notre maison atteignait son paroxysme. Les nuits étaient hantées par des bruits étranges et des sensations d'être observés. Ma sœur et moi-même avons fini par être incapables de rester dans nos chambres respectives, préférant dormir ensemble dans le salon, à la recherche d'une sécurité que nos chambres ne nous offraient plus. C'est alors que notre mère a pris les choses en main. Confrontée à ces phénomènes inexplicables qui semblaient perturber l'harmonie de notre foyer, elle a décidé d'agir. Guidée par sa foi, elle a récité des prières, invoquant la protection divine pour nous entourer de lumière et de sécurité. Mais malgré ces efforts, les manifestations persistaient, comme si l'esprit de notre grand-mère refusait de quitter notre demeure, attaché à ses souvenirs et à ses derniers moments passés parmi nous. Finalement, dans un geste désespéré pour briser le lien qui nous retenait à ce passé hanté, notre mère a pris une décision radicale. Elle a décidé de brûler le vieux canapé sur lequel notre grand-mère avait rendu son dernier souffle. Avec chaque flammèche qui consumait le bois, nous sentions une libération s'installer, comme si le feu purificateur avait enfin banni les restes d'une présence indésirable. Depuis cette nuit rituelle, le calme est revenu dans notre maison. Les apparitions ont cessé, laissant derrière elles un silence apaisant et un sentiment de soulagement. Nous avons retrouvé le sommeil paisible que nous avions perdu depuis si longtemps, sans jamais revivre les visions troublantes qui avaient marqué cette période sombre de nos vies.